Bonjour à toutes et tous. Merci à tous ceux qui sont d'ores et déjà connectés, d'être présents ce matin pour notre, webinaire, immobilier, bilan et perspectives. Vous allez voir, nous avons de belles choses à vous dire. Nous sommes assez contents de notre année 2020 et surtout, bien en place de notre année 2021 pardon. Ça c'est l'effet covid, hein. On a l'impression qu'on a perdu, quelques mois et surtout, bien arrimé pour attaquer 2022, avec, un certain nombre de bonnes nouvelles. Je vais laisser, Louis Renaud vous expliquer tout cela. N'hésitez pas tout au long, de la présentation à poser vos questions, dans la partie, Q&R. Nous répondrons, aux questions à l'issue de la présentation. Je vous souhaite une très bonne écoute et Louis Renaud, je te laisse la parole. Merci Marie-Valérie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On attaque tout de suite et effectivement, comme l'a dit Marie-Valérie, je suis très heureux de vous retrouver dans ce début d'année. Donc l'objet bilan et perspective, bien évidemment. On vous tient informé de notre gestion sur nos fonds immobiliers comme d'habitude et comme tous les trimestres. Et effectivement, aujourd'hui, je n'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc c'est de bonne augure, j'espère, pour 2022, pour la collecte, pour les performances et pour la tenue des marchés immobiliers. Alors on commence tout de suite par simplement, comme à mon habitude, je vais vous donner quelques indicateurs macroéconomiques globaux puisqu'on commence à voir les résultats de l'année. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Là, vous avez les chiffres de source CBRE concernant les investissements réalisés en France. Alors, c'est uniquement en France, mais globalement, on peut faire un parallèle avec l'Europe parce que c'est à peu près similaire. Ce qui est intéressant, je pense, de regarder sur l'année dernière, c'est, alors, premièrement, globalement, des volumes d'investissement un petit peu inférieurs à l'année d'avant, donc par rapport à la première année Covid, et bien sûr sensiblement inférieurs par rapport au record de l'année 2019. Néanmoins, ça reste un marché actif et un marché qui est actif en termes de transactions, c'est un marché qui va plutôt bien. À noter également que dans les indicateurs que l'on donne, il manque une classe d'actifs qui est le résidentiel, résidentiel au sens de l'habitation. Donc ce que les indicateurs regardent là, c'est les grandes classes d'actifs dites professionnelles, les bureaux, les commerces, la logistique, éventuellement l'hôtellerie, etc., etc. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est différentes choses. Première chose, oui, les bureaux attirent un peu moins d'investisseurs que les années précédentes. Néanmoins, cela conserve, quasiment, 50 des investissements réalisés. Donc la classe d'actifs bureaux reste prédominante dans les allocations d'actifs, réalisées par, tous les professionnels de l'investissement, que ce soit les institutionnels ou les fonds, les SCPI, les OPCI, et cetera. Donc les volumes d'investissement globaux sont légèrement en baisse, moins 5, un marché actif, le bureau reste prépondérant et 3 point important, c'est bien sûr la logistique qui attire le plus d'investisseurs. La classe d'actifs logistiques et industriels, hein, puisque c'est un cumul de l'ensemble de ces périmètres, représente 19 des investissements contre 12. Donc on voit bien la montée en puissance, de cette classe d'actifs au détriment d'autres, comme le commerce, qui sont, toujours aussi délaissés depuis 2 ans. Donc voilà les points importants. Et puis toujours pour rappel, les SCPI et les OPCI, c'est-à-dire les produits grand public, représentent seulement 21 des investissements. Alors il y a 2 facteurs par rapport à cela. Le premier, c'est que, ces fonds d'investissement français destinés aux particuliers, se tournent de plus en plus vers des investissements européens qui ne sont pas comptabilisés dans ces résultats. Mais surtout, c'est encore une fois pour vous faire comprendre que l'ensemble des marchés immobiliers sont également bien sûr dépendants des institutionnels, des compagnies d'assurance, des foncières cotées, qui sont les plus gros investisseurs en immobilier. Donc les SCPI, les OPCI, les produits grand public ne représentent qu'un cinquième des investissements réalisés en France. C'est donc bien un marché tenu en termes de prix, oui, essentiellement en termes de prix, par l'ensemble des acteurs, dont les institutionnels.
Voilà, donc un marché actif, c'est ce qu'il faut retenir de cette année et logiquement, je pense qu'on est sur des bons trends. C'est-à-dire que le l'OAT à 10 ans, comme vous le savez, certes a remonté. On est aux alentours hier, on était à 0,40 plus 0,40. Je précise plus parce qu'il y a 1 an et demi, rappelez-vous, on était à -0,36 au plus bas sur l'OAT à 10 ans. On est toujours dans une configuration où les taux d'intérêt sont quand même bas. Certes, les taux d'intérêt, la légère remontée des taux d'intérêt est un véritable casse-tête pour certains gérants obligataires, pour certaines classes d'actifs obligataires. Néanmoins, pour l'immobilier, c'est une remontée des taux mesurée et progressive qui pourrait avoir des bénéfices. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc un marché actif. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est la continuité de la montée des prix, toutes classes d'actifs confondues. Donc là, vous voyez sur ce graphe en noir l'ensemble des périmètres de la logistique. Alors attention sur ce graphe, hein, vous voyez ici la fin de l'année, le 4T 2021, c'est vraiment ce que l'on appelle les taux à l'acquisition, les taux prime. Donc on est vraiment dans les meilleurs emplacements. Par exemple, en logistique, ce sont les prix, on va dire, de ce que l'on appelle la dorsale en France, c'est-à-dire la ligne droite qui va du nord au sud. Donc là, on est vraiment sur les meilleurs emplacements. Et moi, ce qui m'intéresse comme message à vous transmettre derrière tout ça, c'est la compression des taux d'une part, c'est-à-dire que les prix continuent d'augmenter par rapport au loyer, donc le taux de rendement à l'acquisition baisse globalement ou stagne dans la partie bureau, mais vous voyez qu'il n'y a plus, quasiment plus d'écart entre les deux. Et ça va nous obliger, tous les gérants, à se poser des bonnes questions, qui est de se dire, est-ce qu'on privilégie effectivement dans les portefeuilles du prime, avec des taux d'acquisition qui sont beaucoup plus faibles qu'il y a 5 ans, 10 ans, mais on a une plus grande qualité, une plus grande sécurité locative, ou alors faut-il aller chercher du taux de rendement immédiat? Et là, dans ce cas-là, oui, on peut avoir des taux de rendement plus élevés ailleurs, mais bien sûr avec un risque locatif plus élevé. Alors, il faut toujours savoir placer le curseur entre ces différentes possibilités que nous avons, mais en tout cas, dernière conclusion, on s'aperçoit aussi que entre les classes d'actifs, il n'y a plus de gros écarts. Et si je vous rajoute par exemple le secteur de la santé sur ce graphe, aujourd'hui, sur le résidentiel santé, on est également à l'acquisition dans toute l'Europe inférieur à 4% de rendement. Donc on n'a vraiment plus d'écart d'une classe d'actifs à une autre. Alors, je sais que je réitère toujours le même discours, mais nous, on est très attachés ce que l'on appelle la profondeur de marché. Dans ce cadre-là, moi, j'émets juste un avertissement, c'est-à-dire attention sur les produits de niche ou sur les produits d'hyper niche, parce que vous allez voir dans le courant de l'année qu'il y a de nouveaux produits, de nouvelles SCPI qui vont sortir sur le marché et donc, quand vous êtes sur des marchés trop étroits, la collecte va forcément arriver à saturation dans les portefeuilles et elle va engendrer également la continuité de la hausse des prix. Rendez-vous compte que dans le domaine ne serait-ce que de la santé, il y a quand même, à ma connaissance, dans les 6 prochains mois, oui, d'ici la fin du premier semestre, pas moins de 4 produits dédiés au AUX secteur au pluriel de la santé. Moi, je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir acheter. Donc l'effet, produit de niche est intéressant à commercialiser intellectuellement parlant. Attention toutefois à son utilisation et c'est pour ça que lors du prochain webinaire, je vous expliquerai, nous, comment on va pratiquer, mais j'ai une petite surprise pour vous à la fin de ce webinaire. Donc des taux compressés, des prix toujours plus élevés, ça, c'est aussi la preuve qu'on a de la demande en face de nous et c'est important dans un marché actif pour maintenir effectivement les taux de rendement. Donc voilà pour la partie macroéconomique. Je m'appesantis pas trop sur le sujet, tout simplement parce que l'un des prochains webinars sera, pardon, sera consacré à la macroéconomie immobilière avec bien sûr votre interlocuteur phare sur le sujet, Béatrice Gage, notre directrice de la recherche et de la stratégie. Alors, on attaque tout de suite sur nos 2 solutions. On commence par l'OPCI d'Inapier. L'OPCI d'Inapier qui a obtenu le label ISR en tout début d'année, dans le courant de l'année dernière. Donc ça, c'est un premier point, bien sûr positif. Brièvement, en termes d'allocation d'actifs, en termes de collecte, où en sommes-nous? Alors sur la collecte déjà, on se situe plutôt bien par rapport à nos confrères. Vous savez que la collecte en OPCI en France a largement diminué cette année. Vous savez également qu'il y a un OPCI qui a quand même connu beaucoup de
décollecte l'année dernière et nous gardons les faveurs et vos faveurs et je vous en remercie. On finit l'année à plus de 130 millions de collectes. Donc l'actif au 31 décembre est à plus de 1 100 000. 130 millions de collectes qui sont réparties d'ailleurs d'une façon assez intéressante. On a réalisé à peu près 80 millions de collectes grâce à vous sur la distribution, sur les métiers de la distribution, et puis à peu près 50 millions par les gérants de fonds, notamment les gérants de SCI, puisque je vous le dis à chaque fois, vous le savez, Dinapière est très apprécié de la part des gérants de fonds, notamment les unités de compte, ce que l'on appelle les unités de compte immobilières, les SC ou SCI de la place. Donc on a un bon mix en fait en termes de souscription entre vous, vos clients directs, les particuliers, mais aussi des professionnels qui continuent de nous faire grandement confiance grâce à la qualité du portefeuille et puis grâce effectivement à la pérennité de la performance. Un petit constat, bien évidemment, on reste fidèle à notre stratégie habituelle et notre stratégie, c'est d'avoir une pondération, vous le savez, faible sur les foncières cotées notamment ou sur les marchés financiers en général. Donc on reste toujours très en cash. Et forcément, quand vous voyez 52% au 31 décembre sur des actifs immobiliers, je rappelle que nous, on fait plutôt des actifs immobiliers en direct. Donc on fait pas, vous n'êtes pas dans un fonds de fonds, vous êtes vraiment sur de l'immobilier investi directement. On n'investit pas dans les SCPI externes ou dans les OPCI externes. 50%, vous pourriez dire, bah, c'est un peu bas pour un OPCI, mais il y a une raison toute simple. Et là aussi, je vous en avais informé lors des derniers webinars. La raison elle est très simple, c'est premièrement, nous avons collecté de l'argent au fur et à mesure des derniers mois. Donc là, Julien Guillemel, le gérant, est en phase de trouver des nouvelles acquisitions. Mais je vous ai aussi parlé historiquement de nos VFA, c'est-à-dire des biens qui sont en phase de construction et il faut, bah, tout simplement financer ces travaux. Donc le promoteur généralement fait des appels de fonds, tous les trimestres ou tous les semestres pour, donc on lui confie nous sommes propriétaires, donc on finance la construction progressivement au fil des 2 à 2 ans et demi de construction et donc on conserve un peu de cash en portefeuille actuellement puisque nous avons quand même plusieurs VFA qui sont en cours de construction. Il nous faut donc garder du cash pour financer ces constructions. Donc ce ratio va se rétablir dans les 3 à 6 prochains mois sans aucun problème et la pondération immobilière va réaugmenter très très prochainement. Soit par des acquisitions, soit tout simplement parce qu'on va diminuer le cash dans le portefeuille. La répartition géographique et sectorielle, elle, n'a quasiment pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Schématiquement, on a commencé une politique d'arbitrage, non pas par pays, mais plutôt sectorielle, où sur certains bâtiments, vous savez que l'OPCI a plus de 10 ans maintenant. Il y avait dans le portefeuille initial bah, la transformation des anciennes Acavi du groupe. Et puis Julien et la collecte est arrivé. Nous avons opéré notre stratégie depuis plus de 5 ans maintenant mais nous avons effectivement commencé une politique d'arbitrage sur des immeubles qui soit ne correspondent plus à la gestion, soit sont obsolètes, soit ont des problématiques de travaux. Je vous rappelle quand même qu'on a le label ISR, donc il va falloir travailler dans la progression de nos immeubles. Et pour faire progresser un immeuble, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit on injecte des CAPEX, c'est-à-dire de l'argent pour rénover, pour verdir un patrimoine, un immeuble, soit on le vend parce qu'on estime que les coûts engendrés seraient trop importants par rapport à la rentabilité engrangée. Voilà, donc on reste bien sûr sur l'ensemble des pays d'Europe et on reste sectoriellement parlant, majoritairement bureau encore une fois, et la pondération commerce, hôtel, logistique est restée à peu près ISO par rapport au trimestre dernier. Donc bonne diversification et géographique et sectorielle. Concernant le portefeuille d'actifs financiers, simplement vous transmettre le message, même s'il est minoritaire, hein, nous avons 6,5% de foncières cotées à l'intérieur du portefeuille. Rappelez-vous, il y a plus d'un an maintenant, nous avons mis en place le partenariat avec AXA IM, à qui nous déléguons la gestion des foncières cotées. Depuis un an, nous sommes très très satisfaits du travail effectué aussi bien en termes d'allocation d'actifs qu'en termes de performance et de contribution à la performance du portefeuille. Le portefeuille a été recentré donc aujourd'hui sur
plus de 36 foncières différentes au travers de l'Europe. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, tout seuls, on ne savait pas faire. Aller sélectionner et choisir, même parmi des petites foncières nordiques, par exemple, dans le portefeuille, et donc une diversification qui s'est tournée beaucoup plus vers le résidentiel, l'industrie, et beaucoup moins vers, le bureau ou les commerces par rapport à avant. Donc on est tout à fait satisfait de cette diversification, des performances et donc du partenariat avec la société AXA IM sur le sujet des foncières. Alors j'en viens tout de suite aux performances globales de l'année. J Donc la performance, nous terminons l'année 2010 à 3,10. Donc je crois que c'était important cette année, après une année difficile bien sûr, pour la première année Covid. C'était évidemment important de vous lancer un message de résultats qui se redressent et de performances supérieures à 3. Donc on finit à 3,10 dividendes réinvestis et 3,10 net clients bien évidemment, en confortant aussi notre position. Vous vous souvenez, hein, je vous avais dit, à un moment donné, il y a de ça, 1 an environ, nous avons légèrement augmenté notre poche de foncière cotée, puisque initialement on était plutôt aux alentours de 5 et aujourd'hui on est monté jusqu'à 7. Aujourd'hui nous sommes à 6,5 et malgré ça, nous avons conservé une volatilité qui est toujours aux alentours de 2, un petit peu inférieur à 2 ou un tout petit peu supérieur à 2 en fonction des dates que vous regardez. Mais voilà, on finit bien l'année et ça, c'est grâce à différents événements que je vais vous expliquer, maintenant. Donc 3,10, on retrouve la régularité d'antan. Je rappelle que l'année 2016 de la part P était à plus 0,76. C'est tout simplement que la part avait été créée au mois de novembre, donc l'année 2016 n'est pas pleine. Si on regarde effectivement la part C qui elle est, historiquement antérieure à la part P, vous voyez qu'on retrouve un niveau de régularité qui est, alors je vais pas dire, je peux pas me permettre de dire exceptionnel, mais on a retrouvé la vigueur de l'OPCI que l'on connaît depuis toujours, et toujours ce ratio performance-volatilité qui nous est très, très cher. Donc la part C est à 3,08 et puis, hem, alors comment on a obtenu cette performance? Je pense ce qui est important de rappeler en synthèse, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Ratio performance volatilité, on reste toujours dans des ratios qui sont tout à fait bons par rapport à nos confrères. Là, vous avez la performance annualisée sur 5 ans. Donc il y a certains confrères qui n'apparaissent pas sur 5 ans ils n'ont pas encore l'antériorité. Alors je vous rappelle les performances des 3 parts qui sont le plus utilisées par vous-même. Pour les distributeurs, les conseillers en gestion de patrimoine, les banques privées, vous utilisez généralement la part P. La performance est de 3,10, mais certains de nos interlocuteurs aujourd'hui, nous écoutent et utilisent la part F. La part F, c'est la part dite clean share, c'est-à-dire que c'est une part qui a des frais de gestion inférieurs à la part distribution, à la part P, et donc la performance est meilleure, 3,45. Et puis d'autres interlocuteurs qui nous écoutent aujourd'hui utilisent la part I, la part institutionnelle, qui a moins de frais de gestion, mais évidemment pas de rétrocession. La part institutionnelle finit à 3,72. Donc vous voyez des performances tout à fait conformes aux frais de gestion, tout à fait conformes à la gestion. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir simplement de 2021? Eh bien, tout d'abord, une politique d'arbitrage qui a commencé à se mettre en route. Ça, c'est assez important comme message à vous transmettre. Il y a 2 immeubles qui ont été vendus. Canonnier, l'immeuble Canonnier à Lille, c'est un immeuble de bureau. Simplement, nous avons estimé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'immeuble, un petit peu vieillissant, on va dire, nécessiterait, des travaux de rénovation trop coûteux par rapport à la rentabilité que l'on pourrait en escompter à ce niveau-là. Donc, comme il est ancien dans le portefeuille, nous avons préféré le vendre plutôt que de le conserver. Et enfin, la rue du Rocher à Paris également. Alors il y en a d'autres, hein, des cessions, d'immeubles, mais la rue du Rocher, c'est un immeuble d'habitation, qui date des anciennes Acavie d'ailleurs. Donc c'était un immeuble sur lequel on a des plus-values gigantesques. Par contre, il faut le savoir, même si vous pourriez regretter que l'on vende de l'habitation
en ce moment parce que, l'habitation est quand même, en verve au niveau de l'intellect de ce que souhaitent nos clients en termes d'investissement. En fait, c'est un bâtiment sur lequel nous avions différentes problématiques techniques, et donc là, pareil, plutôt que d'engager des travaux trop importants, on a préféré prendre nos plus-values par la vente de cet immeuble. 2021, c'est aussi bien sûr l'année de l'obtention du label ISR. Donc, dans les prochains webinars, on vous rendra compte de notre gestion ISR, de ce que l'on a fait en portefeuille, comment on l'a fait. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour trouver des nouveaux sujets de discussion avec vous également et réellement rentrer dans la composition du portefeuille et du label ISR pour sa meilleure compréhension par vos soins. Donc, on essaiera de monter des webinars spécifiques sur ce sujet-là. Et enfin, une collecte assez active, collecte nette chez nous de 130 millions contre une collecte nette en France, globalement, de 200 millions. Alors attention, hein, puisque vous le savez, là, il s'agit de la collecte nette. Donc il y a un acteur qui a subi de très très gros rachats sur son OPCI. Donc ce chiffre de 200 millions est évidemment faussé par les résultats de ce confrère qui a pâti de la situation. Voilà. Néanmoins, on reste très actif, bien sûr, en termes de collecte. Et le début de l'année est très bien parti, puisque à nouveau, on réalise au mois de janvier un peu plus de 10 millions de collectes. Donc, ça repart comme l'année dernière. Donc ça, c'est des bons points. Le label ISR, je ne reviens pas dessus. Nous sommes évidemment très attachés à ce label et aux valeurs ESG que l'entreprise Swiss Life Asset Manager screen depuis de très nombreuses années, depuis plus de 10 ans. Donc on n'a pas de problème avec l'ensemble des chiffres que l'on détient concernant l'analyse des immeubles à pouvoir mettre en place les process du label ISR. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, parmi l'entreprise gère presque un peu plus de 600 immeubles différents au travers l'Europe. Et parmi ces 600 immeubles, il y en a un peu moins de 400 sur lesquels nous sommes complètement capables de suivre l'analyse ESG et les critères ISR. Alors, j'aimerais arriver maintenant, dans le temps qui m'est imparti, aux perspectives 2022. Euh, Qu'est-ce qui devrait se passer? En tout cas, nous l'espérons. Première chose, un objectif de performance que l'on rehausse, que l'on voudrait dans la norme, de l'ordre de 4 net client dividendes réinvestis. Alors, comment obtenir ce résultat? Il y a des sujets qui sont connus, il y a des sujets qui sont imperceptibles. J'aimerais vous transmettre la partie qui est plus connue en portefeuille, que nous pouvons analyser directement. La première chose, c'est 2022, ça sera vraisemblablement la continuité de notre politique d'arbitrage. Certains actifs historiques, encore une fois, nécessitent d'être vendus pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Et l'intérêt de la situation, c'est quoi? La première, c'est dégager des plus-values. Et d'autre part, vous savez qu'un OPCI, grand public, a l'obligation de distribuer à vos clients à minima 50% des plus-values. Donc, en vendant un immeuble, logiquement, ça devrait pouvoir faire grossir légèrement le dividende et ça va permettre de réemployer les capitaux de la vente. Deuxième intérêt, se séparer d'un bâtiment, c'est pour éviter effectivement des CAPEX trop coûteux, c'est-à-dire l'injection d'argent, l'injection des travaux. On fait toujours un choix sur un immeuble à un moment donné qui est de se dire, soit j'injecte de l'argent pour le rénover et espérer lui donner de la valeur dans le temps, dans les 10 prochaines années, parce que bien évidemment ça prend du temps, soit je préfère vendre l'immeuble. Donc cette question, on se la pose régulièrement, les asset managers et le gérant se la posent très régulièrement pour suivre l'ensemble du parc de nos immeubles, mais nous allons continuer cette politique. Et enfin, le réemploi des capitaux, l'intérêt, c'est quoi? Quand nous libérons de l'argent suite à une vente, il faut bien réinvestir les capitaux. Alors d'un côté, vous pourriez dire: «Bah oui, mais l'immeuble que vous avez acheté à 10 ans était sur un taux de rendement de, par exemple, 6 ou 7. Si vous réemployez les capitaux, on va acquérir au prix du marché, c'est-à-dire sur des niveaux de rendement de 3, 4, 4,5. Donc il y a une baisse du taux de rendement. Alors oui, c'est vrai, il y a une baisse immédiate dans le réemploi des capitaux sur le taux de rendement à l'acquisition. D'un autre côté, ça permet aussi d'upgrader le patrimoine parce que, encore une fois, nous achetons des biens plutôt récents, voire quasiment neufs.
Nous achetons des biens qui sont labellisés ISR et ça, je peux vous promettre concernant le label ISR, alors il y en a toujours qui sont, dubitatifs, hein, sur le sujet du label ISR et c'est normal. Certains sont très pour, mais certains sont très réfractaires. Ayez simplement conscience d'une chose, je ne sais pas si le label ISR va permettre de monter, d'augmenter la valeur d'un bien, parce que ça, c'est imperceptible. Par contre, il y a quelque chose de sûr, c'est qu'entre un immeuble labellisé ou un fonds labellisé et un fonds qui n'est pas labellisé et qui n'a pas le label ISR, là, il y a un vrai écart de performance, puisque un sujet traditionnel dont je vous parle lors de tous mes webinars, c'est l'obsolescence des biens immobiliers. Quand on sait que 75% des biens immobiliers, quelle que soit leur catégorie, bureau, commerce, logistique, habitation, résidentiel, ce que vous voulez, 75% des bâtiments sont les plus coûteux et les plus dépenseurs d'énergie, ceux qui dégagent le plus de CO2. 75% des bâtiments en France aujourd'hui ne sont pas aux normes. Donc on a tout intérêt à se tourner effectivement dans le réemploi des capitaux vers des immeubles plutôt neufs, plutôt rénovés, plutôt récents, et c'est ce que nous faisons en portefeuille parce que demain, il y a un écart qui va se créer entre les gens qui ont le label ISR par rapport aux gens qui ne l'ont pas. Ça, c'est une quasi-certitude. Et enfin, dernier point et pas des moindres, livraison des immeubles. Ça fait quand même quelques mois, voire quelques années que l'on vous parle de ces acquisitions en VFA que nous avons fait il y a plus de 2 ans maintenant. Eh bien, elles arrivent justement en livraison très prochainement. Donc, qu'est-ce que ça nous apporter? Premier point, livraison de 3 immeubles dans le courant de l'année 2022. Heu The Box à Nanterre, c'est un immeuble de bureau, livraison premier trimestre. Rue de la Source, c'est un mixte habitation et services en plein 16e arrondissement. Et enfin, Île-Défense, troisième immeuble, qui est en péridéfense, derrière la Défense et qui est une BEFA, c'est-à-dire c'est un bien qui est loué dès son acquisition d'il y a 2 ans. Alors qu'est-ce que ça va engendrer? Premier point, 1re chose, en tout, il y en a quand même pour 165 millions d'euros, c'est-à-dire 25 de la poche immobilière. Vous avez donc 25 de loyers en plus qui vont arriver dans l'OPCI d'Inapierre dans le courant de l'année, échelonnés à partir du premier trimestre ou à partir du début du troisième trimestre. Donc c'est pas négligeable, et derrière vous allez avoir, des bâtiments qui sont complètement neufs. Donc vous voyez bien que, l'intérêt de la situation encore une fois, mais ça aussi je vous le dis je pense à chaque webinar, c'est de rajeunir notre parc, d'immeubles et acheter en VFA ou en BFA, c'est bien sûr le meilleur moyen d'avoir, des immeubles entièrement neufs qui correspondent à la demande locative. Et enfin l'immeuble Île-Défense, bah, il était préloué avant et puis les 2 autres immeubles, le bureau à Nanterre, The Box et rue de la Source sont en cours de commercialisation pour trouver les locataires. Rue de la Source en plein 16e, c'est un mix habitation et au rez-de-chaussée, ça sera loué à une salle de sport, pour être tout à fait clair. Donc les locataires, je pense que ça va pas être très dur de trouver des locataires à ce niveau-là. Et sur The Box, on fait des accompagnements de loyer, mais on est en bonne voie de remplir complètement l'immeuble qui propose d'ailleurs des services, novateurs, des services, de restauration, de livraison, et cetera, et cetera. Voilà, donc une configuration où vous avez votre patrimoine neuf qui commence à arriver en location. N'oubliez pas le dernier point, un immeuble vide, en termes d'expertise immobilière, vaut toujours moins cher qu'un immeuble plein. Donc la dernière petite chose, c'est que bien évidemment, à partir du moment où les immeubles seront livrés et loués, nous escomptons en plus de cela, petit à petit, une meilleure valorisation de ces biens. Donc vous voyez que les perspectives sont plutôt bonnes et intéressantes à suivre, je pense, pour l'ensemble de cette année qui va nous animer tous. Alors, j'avais synthétisé les 3 immeubles, mais comme le temps passe vite, j'aimerais passer à la suite. Les caractéristiques du fonds, vous Oui, Louis les Renaud, les Louis Renaud, les connaissez? Louis Renaud, il y a eu un petit problème avec ta connexion. Tu as été coupé il y a à peu près 30 secondes. Si tu peux juste D'accord, reprendre ce que tu étais en train de dire. très bien. Alors je reprends juste, est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, là, on t'entend bien. Ouais, ouais, d'accord. Bah, simplement, je reprends les perspectives 2022 très, très rapidement. Apparemment, désolé de Non, toutes non, mes ça, excuses. on a entendu. Ah, C'était juste OK. quand tu passais à la suite.
OK, très bien. Bon, eh beh, écoutez, je passe très vite alors. Ça, c'est les immeubles en livraison de l'année 2022 dont je viens de vous parler. Les caractéristiques techniques, les caractéristiques de l'OPCI, vous les connaissez aussi, donc je ne vais pas revenir dessus. On va défiler très vite sur le reste. Je Alors me je me permets peut-être juste de te couper parce qu'il y a une question quand même intéressante, oui, hem, sans qu'on aille à l'issue de la présentation. Alors sans forcément citer l'OPCI qui décollecte, bon, la personne qui me pose la question pense que c'est un très gros, oui, une très grosse OPCI, pardon. Si oui, dans la mesure où justement, le véhicule est important, est-ce qu'il y a un risque ou est-ce qu'il y a un impact du coup sur le marché, du fait de la décollecte, de ce ouais, produit et des encours que cela d'accord. peut représenter? Alors, très clairement non. Alors, je me rappelle plus du montant de la décollecte exact au centime près, mais il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais encore une fois, ça reste un OPCI grand public qui lui-même a 60 qui a les mêmes caractéristiques que nous en termes de répartition, donc qui a à peu près 35 de liquidité et 65 d'immobilier. Donc, le groupe en question d'abord n'a strictement aucun mal à rétablir ses propres ratios. Ça reste un groupe qui gère, très bien l'argent de ses clients. Voilà. Maintenant, les montants en jeu sur les ventes éventuelles d'immeubles qu'il pourrait faire, si c'est ce que je comprends bien de la question, n'est pas en mesure de déstabiliser le marché immobilier. La volumétrie éventuelle de vente d'immeubles suite à cette décollecte n'est absolument pas significative pour pouvoir, déstabiliser un marché immobilier, même franco-français ou pan-européen en tout cas. Pour moi, si je me trompe pas, il me semble qu'on est de l'ordre de 250 millions de rachats, Oui, j'ai plus les à peu chiffres, près. Je mais crois que peu c'est dans ces importe, eaux-là. ils gèrent la chose, c'est à eux de le gérer. Oui. Encore une fois, nous, on est en position, tout à fait positive par rapport à nos clients, par rapport à nos performances. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Et puis quand un fonds devient énormissime, forcément, il y a des effets de masse, différents par rapport à un fonds comme l'OPCI Dina-Pierre, qui est d'une taille plus raisonnable. Par contre, continuer de faire de la collecte quand même sur l'OPCI Dina-Pierre, on a besoin de collecter, encore une fois, pour faire évoluer le patrimoine de vos clients. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un acteur qui a subi les affres en fait de sa performance de l'année d'avant, tout simplement. Donc l'effet performance est toujours très correcteur par rapport à la collecte réalisée. Mais ça, c'est traditionnel en France, hein. Un fonds qui a une performance négative une année, l'année d'après, clairement, il décollecte. C'est ce qui s'est passé pour eux. Bon, j'allais dire, on va pas y passer 107 ans. Heu, voilà. Je passe à la suite. Deuxième, alors restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce à vous faire jusqu'à la fin. Je sais qu'on va déborder en termes de timing, mais pas trop, ne vous inquiétez pas. Néanmoins, j'ai une annonce à faire qui est d'une très, très grande importance en toute fin d'entretien avec vous. Donc bien sûr, je vous réserve la surprise pour tout à l'heure. Alors, la SCPI Pierre Capital. Alors là, bah, tout va bien, tout va mieux et j'ai vraiment des très, très bonnes nouvelles à vous annoncer. Je rappelle brièvement la gestion de la SCPI Pierre Capital. Vous avez une SCPI diversifiée, OK, c'est un grand classique bien sûr de la gestion de SCPI, un patrimoine qui est essentiellement tourné vers la France et vers l'Allemagne et puis qui est tourné essentiellement sur les bureaux. Comme nous avons un patrimoine diversifié, nous avons un petit peu un portefeuille cœur, les bureaux et puis un portefeuille satellite, qui peuvent se situer sur différents secteur d'investissement de la même façon que l'on le pratique sur l'OPCI d'Inapierre. Donc nous, on applique un petit peu toujours la même gestion. On va arriver tout de suite à, alors pourquoi un portefeuille diversifié? Bah, tout simplement parce que la demande aussi en face de nous évolue. Je vous ai parlé, tout à l'heure de la profondeur de certains marchés. Aujourd'hui, la demande, notamment de tous les investisseurs et des investisseurs institutionnels, si on leur demande quelle est la classe d'actifs dans laquelle vous souhaitez investir en ce moment tout de suite, ils vous répondent: «Les 3 classes d'actifs prioritaires pour eux sont les bureaux, ça veut dire qu'ils ont confiance, l'industriel et la logistique,
logistique et entreposage, et le résidentiel, les résidentiels. Et puis bien sûr, le retail, c'est-à-dire le commerce ou le résidentiel santé par exemple, ou les résidences étudiants, comme ce sont des marchés plus étroits, encore une fois, viennent, ou alors ils ont des doutes sur la classe d'actifs en question, eh bien ils viennent bien ces classes d'actifs-là viennent sensiblement après. Donc nous, nous appliquons cette gestion. Le portefeuille, alors nous avons plein de nouveaux slides, ça aussi c'est la nouveauté. Donc je vous les présente aujourd'hui. On a scindé le portefeuille pour bien vous l'expliquer en différentes parties. La partie parisienne, et notamment la partie parisienne est une partie quasi exclusivement en bureaux très proches des métros notamment. Des bâtiments sur lesquels nous avions eu des libérations et comme on est Paris Intramuros et qu'ils sont plutôt bien situés, nous n'avons eu strictement aucun problème pour re-remplir ces bâtiments. L'ensemble du patrimoine Île-de-France, Paris et Île-de-France, la complétude du portefeuille. Rappelez-vous, parce que je vais insister là-dessus, la société Idemia, donc la dernière opération d'acquisition que nous avons faite, on s'était grandement expliqué sur le sujet, donc juste à côté de Cergy-Pontoise, une opération de sell and leaseback. Je vais revenir dessus parce que j'aimerais quand même que vous vous rappeliez nos webinaires précédents et ce que je vous ai dit lors de ces webinaires et je vais vraiment insister dessus aujourd'hui. Et puis un portefeuille basé en Allemagne avec un hôtel et une salle de sport. Normalement, vous les connaissez parce qu'on a déjà grandement parlé de tout ça. Donc diversification géographique et sectorielle, essentiellement donc prépondérance de bureaux et diversification, et puis une partie allemande qui représente 31% du portefeuille, mais sachez quand même que la partie allemande représente 35% de la facturation des loyers. J'insiste sur le sujet, 35% de facturation des loyers sur la partie allemande. Vous savez pourquoi j'insiste? C'est tout simplement grâce à la fiscalité, bien sûr, qui est différente en Allemagne sur les biens immobiliers. Et là aussi, je vais revenir dessus. Alors, là, on ne peut pas faire mieux. Taux d'occupation physique et financier historique et dans le courant de l'année dernière, premier trimestre, deuxième trimestre jusqu'au quatrième trimestre, vous voyez qu'on est à plus de 97% de taux d'occupation financier et à plus de 98% de taux d'occupation. Il reste un petit plateau de 500 mètres carrés à louer qui est vacant. Là, je pense, on ne peut pas faire mieux. Ce qui est intéressant, c'est que le redressement de ce taux d'occupation financier, bien sûr, participe au redressement des résultats et à l'augmentation des résultats. Et là, on est vraiment depuis un an en pleine capacité de perception des loyers de l'ensemble des bâtiments. Deuxième chose, vous savez, donc l'année dernière, il faut parler comme ça maintenant, nous avons rehaussé le prix de la part de 1,5%. Donc ça vient s'additionner en termes de résultats par rapport aux dividendes versés. Et sachez, les valeurs d'expertise au 31 décembre 2021 sont en progression de 2,59%. C'est pas rien et ça va vouloir dire tout simplement que la valeur de réalisation, elle, alors je ne sais pas si elle augmentera d'autant, mais on peut s'attendre à une assez forte hausse de la valeur de réalisation. Je n'ai pas le droit de vous la divulguer aujourd'hui et bien sûr la valeur de réalisation doit attendre, sa validation en assemblée générale avant de vous la divulguer. On vous la donnera un petit peu plus tôt que l'assemblée générale comme chaque année, mais rappelez-vous qu'une valeur de réalisation doit être validée lors de l'assemblée générale. Voilà, donc des résultats de progression du patrimoine qui sont en forte hausse cette année et ça, c'est tout simplement la preuve qu'on a bien choisi nos emplacements et que le patrimoine progresse, il reste demandé. Et enfin, alors, vous le savez sans doute, il y a de nouvelles règles possibles qui ont été données par, l'ASPIM, l'association de place. J'ai d'ailleurs, à titre personnel, j'ai participé à ce groupe de travail pour mieux définir et pour mieux organiser la performance que l'on affiche aux clients. Alors, tout simplement, le principe de base, quand on calcule en pourcentage, historiquement, rappelez-vous, alors jusqu'au 31 décembre, on parlait de TDVM. TDVM, taux de distribution sur valeur de marché, qui était un calcul simple qui prenait en compte le revenu distribué dans l'année divisé
grosso modo, par le prix de souscription de l'ASCPI. Ça vous donne un pourcentage, mais ça vous donne un pourcentage qui, alors c'est bien d'avoir un pourcentage, mais moi je vais être très franc avec vous et ça fait des années que je le dis, ce pourcentage déjà moi il m'intéresse mais absolument pas. Ce qui m'intéresse c'est la courbe du haut, c'est-à-dire le montant en euros que l'on distribue à nos clients. Alors, de surcroît, ce pourcentage, ben, il ne prend en compte qu'une situation où ça serait des revenus français. Or, pas de chance, beaucoup de SCPI se tournent de plus en plus vers l'Allemagne et il y avait des discussions de place, bien évidemment, sur ces sujets. C'est-à-dire que le TDVM ne prend pas en compte la fiscalité étrangère et la fiscalité étrangère, notamment en Allemagne, est sensiblement plus intéressante qu'en France. On est très loin, bien sûr, de l'harmonisation fiscale, aussi bien sur les sociétés que sur les particuliers en Europe. Donc ce calcul était légèrement erroné. Aujourd'hui, nouveau mode de calcul, on a le droit d'intégrer effectivement ce nouveau mode de calcul. D'ailleurs, il va falloir le faire. Donc on appelle ça aujourd'hui le TD, le taux de distribution. Et qu'est-ce qui prend en compte ce taux de distribution? Il prend en compte les revenus bruts distribués dans chacun des cas, et en France et en Allemagne, par exemple. Et donc, alors, c'est pas que ça vient rehausser le résultat de la SCPI, c'est tout simplement que ce mode de calcul est plus précis et plus vrai concernant notamment la fiscalité étrangère qui est plus légère. Donc du coup, c'est pas un boost de performance, c'est que la réalité des choses fait que aujourd'hui, vous avez un mode de calcul du taux de distribution qui est plus proche de la réalité par rapport à avant du fait de la fiscalité différente d'un pays à un autre. Mais moi, ce qui m'intéresse sur la SCPI Capital, c'est pas tellement le mode de calcul, c'est ce que je vous avais dit précédemment, ces 3 derniers trimestres. Rappelez-vous, il y a 9 mois maintenant, lors de ce webinaire trimestriel, je vous avais présenté et j'avais souhaité que l'un de nos asset managers intervienne pour vous expliquer la dernière acquisition que nous avions faite à Cergy-Pontoise. Une opération de sell and leaseback, je vous l'avais expliqué, l'ancien propriétaire devient locataire, signe un bail de 12 ans et on vous avait réellement expliqué cette opération tout simplement parce qu'elle est originale, elle est différenciante et je vous avais dit lors des 2 derniers webinaires, regardez bien cette opération parce qu'elle va vous apporter des bénéfices. Je vous ai annoncé lors des 2 derniers webinaires que les résultats de la SCPI allaient augmenter, notamment grâce à cette opération, puisqu'on sort un taux de rendement de l'ordre de plus de 7 sur cette opération-là. Tout simplement parce que l'ancien propriétaire qui est devenu locataire, heu, il y a des grosses rénovations à faire pour agrandir notamment la partie bureau de l'ensemble de ce bâtiment, et les travaux sont pris en charge à peu près à 70 par, le locataire et nous on prend en charge, le solde. Donc c'est une opération pas très coûteuse, c'est vraiment de la valeur ajoutée, c'est une opération win-win. Win pour le locataire, c'est même une opération win-win-win si je peux me permettre. Win pour le locataire, il va avoir des bureaux qui correspondent beaucoup plus à son utilisation actuelle. C'est une opération win pour nous puisqu'on sort un taux de rendement de plus de 7 avec un bail de plus de 11 ans devant nous. Et c'est une opération win pour vos clients, tout simplement parce que vous voyez les résultats. On passe de 8,10 € par part l'année dernière à plus de 9,20 €. Donc on revient au-dessus de la distribution des années précédentes. Donc là aussi, on est vraiment au taquet. Ce qui m'interpelle, c'est que moi, tout ça, je vous l'avais annoncé. Donc je suis assez fier, en fait, de vous avoir expliqué notre portefeuille, de vous avoir dit ce que l'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, de vous montrer la valeur ajoutée et je vous avais prévenu, les résultats augmentent. Donc aujourd'hui, on sort un TD. Même si encore une fois, ce pourcentage ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le revenu en euros par part, je le répète. On sort avec le nouveau mode de calcul et grâce à la fiscalité allemande, on vous sort un taux de distribution à 4,84. Voilà. Donc, résultat en forte progression, je crois que c'est ce qu'il faut noter, donc je tenais à vous en faire part. Et puis là, nous vous avons goupillé un nouveau slide. Alors il nécessite quelques explications, mais Heu, je pense qu'il est assez simple à comprendre. Regardez la colonne, on va essayer de comparer une SCPI comme la nôtre, Pierre Capital qui a de la fiscalité allemande,
par rapport à une SCPI franco-française. Et contrairement aux idées reçues, le débat n'est pas du tout sur la performance. Je m'explique. Le taux de distribution sur valeur de marché, donc l'ancien mode de calcul, pour pouvoir calculer, pour pouvoir faire une comparaison entre une SCPI qui a de l'Allemagne, comme la nôtre, et une SCPI franco-française, et la valeur ajoutée, bien sûr, de la partie allemande, puisque c'est le but, il faut comparer des choses comparables. Donc, on va comparer le taux de distribution sur valeur de marché de la SCPI Pierre Capital, 4,60. Et l'idée, c'est de se dire, fiscalement parlant, en fonction de la tranche marginale d'imposition du client, combien une SCPI franco-française devrait faire pour aboutir au même résultat client. Et si on fait ça, eh bien, on s'aperçoit qu'avec 35% de facturation de loyer allemand dans notre SCPI Pierre Capital, par rapport à une SCPI franco-française, il faudrait que cette SCPI franco-française réalise une performance, alors dans la plus grande tranche d'imposition, de 6,24, dans la TMI à 41, 5,88. Alors c'est quoi la conclusion de ce slide? Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement que pour arriver au même résultat net client, une SCPI franco-française est tout simplement obligée de prendre beaucoup plus de risques. Pour avoir une performance de, par exemple, sur la tranche d'imposition, sur le taux moyen d'imposition à 30%, une SCPI doit réaliser une performance, une SCPI franco-française de 5,88, c'est-à-dire 120 points de base supplémentaires, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'aller acheter des actifs beaucoup plus rentables pour arriver au même résultat, et donc la prise de risque est évidemment sensiblement supérieure. Voilà, donc avantage bien évidemment en termes de prise de risque locatif, de risque d'emplacement, avantage au SCPI forcément qui privilégie la fiscalité allemande. Alors, on va remettre à jour très bientôt. Nous avons un partenaire, vous le savez, je continue. Euh, Nous avons un partenaire qui vous permet de démembrer les souscriptions de la SCPI Pierre Capital. La grille va être rééchelonnée très prochainement puisqu'il faut, il faut refaire les calculs chaque année en fonction de l'évolution des différentes valeurs de la SCPI. Investir dans Pierre Capital à crédit. Alors ça, bah écoutez, là encore, une autre bonne nouvelle. Alors, je vais faire une annonce simplement qui est la suivante. Bien sûr, vous nous demandez depuis de longue date un partenaire qui pourrait vous aider à trouver du crédit pour investir dans la SCPI Pierre Capital. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer que nous avons trouvé un partenaire. Alors, je vous donne les grandes lignes et je vous explique comment faire. Nous avons trouvé un partenaire qui est un courtier en crédit. Il a donc différentes banques, évidemment, en face de lui. L'une de ces banques lui octroie une enveloppe globale de 10 millions d'euros de crédit pour souscrire à la SCPI Pierre Capital. Je précise bien pour souscrire à la SCPI Pierre Capital et pas à d'autres SCPI. Donc n'allez pas voir notre partenaire, ce courtier, pour financer d'autres SCPI. Lui, il va dispatcher ces différentes enveloppes en fonction des différentes négociations qu'il a pu avoir. Donc ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est vous mettre en contact avec l'un de nos partenaires, vous traitez les opérations avec lui. Effectivement, il a pu négocier une enveloppe de crédit auprès d'un organisme bancaire. Néanmoins, nous, et vous le savez, nous sommes société de gestion. Nous n'avons pas le droit de vendre du crédit. Donc, tout ce que je peux faire, c'est vous mettre en relation avec l'un de nos partenaires. Et donc, pour ce faire, rapprochez-vous de nos équipes commerciales qui vous donneront les coordonnées de ce courtier en crédit qui est assez connu sur la place, bien évidemment. Et cela vous permettra peut-être de financer des opérations à crédit sur la SCPI Pierre Capital. De la même façon, je continue, la SCPI Pierre Capital a également obtenu le label ISR. Les caractéristiques techniques, je vous les rappelle très brièvement, mais elles sont inchangées, si ce n'est que, rappelez-vous, le prix de souscription a augmenté au 1er décembre dernier, donc la valeur de retrait également. On commence à avoir de la plus-value latente. Et enfin, si on dresse, pour clôturer ces débats, un bilan et perspective de la SCPI Pierre Capital, puisque c'est l'objet de ce webinaire, première chose, en 2021,
Augmentation du taux d'occupation financier, nous sommes à 97. Donc là, on est vraiment dans la synthèse. Forte augmentation des revenus distribués, 9,20 € par rapport à 8,10 €, soit une augmentation des revenus de plus de 13. Rappelez-vous quand même au cours des 12-13 dernières années, combien de SCPI sur la place ont réellement augmenté le revenu par part distribué aux clients, et cela, en l'occurrence, sans piocher dans le report à nouveau, ni dans les plus-values latentes. Je crois qu'elle se compte à peu près sur les doigts d'une main sur les 10-12 dernières années, si je ne me trompe pas. Taux de distribution, donc on parle maintenant de taux de distribution, on est à 4,86, revalorisation du prix de la part 1,5. Donc vous voyez qu'on est à plus de 6 de performance globale quelque part, des valeurs d'expertise en hausse et donc prochainement une valeur de réalisation qui devrait l'être également. Et puis enfin, moi la synthèse de ça, c'est tout ce qu'on vous a montré sur nos derniers investissements, notre capacité à faire des choses différentes et à vous proposer des investissements différents par rapport à d'autres sociétés de gestion et d'autres confrères. Perspective 2022, on va maintenir cet objectif de distribution aux alentours de 9 € par part. Donc non seulement on a une augmentation des revenus, mais en plus on doit pouvoir les maintenir dans le temps. On va essayer de reconstituer du RAN, puisqu'on avait un petit peu pioché dans le RAN il y a 2 ans pour maintenir des résultats conformes à nos objectifs. Le maintien du taux d'occupation physique, tout simplement l'année dernière, nous n'avons pas d'échéance de baux substantielle qui pourrait faire vaciller la SCPI. Donc, maintien des locataires dans le courant de l'année prochaine, vraisemblablement, sans aucun problème. Et enfin, à nouveau, un potentiel d'augmentation de la part de 1,5%. Nous souhaitons réitérer a priori la même opération que l'année dernière pour continuer de donner de la valeur ajoutée à cette belle SCPI qui mériterait de collecter un petit peu plus qu'elle ne collecte actuellement. Donc vous voyez des résultats au final qui sont excellents. Je ne mâche pas mes mots sur le sujet, en fort redressement. Et effectivement, ce que l'on aimerait, ce que l'on attend de vous, c'est que vous vous y mettiez réellement en termes de collecte, parce que des opportunités, vous le savez très bien, il y en a. Nous, ce que l'on aimerait, c'est réitérer le même genre d'acquisition que ce que l'on a pu faire par le passé et vous montrer justement nos différences. Vous avez un parcours 100% digital, bien évidemment. Et enfin, j'en arrive au prochain webinaire. Avant de répondre à vos questions, j'ai largement débordé en termes de temps, bien évidemment, et comme d'habitude, et je m'en excuse. Les prochains rendez-vous, alors là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Notez bien ces dates, vous recevrez les invitations plus tard. Il y aura sans doute aussi des roadshows associés à ces différents événements après cela. Premier webinar, je vous invite à noter la date dans tous vos agendas, le 8 mars. Ça va arriver très vite, c'est dans un peu plus d'un mois. Lancement de nos fonds thématiques. Donc les équipes de Marie-Valérie Prince et les gérants vous feront un webinaire spécifique. Nous lançons 3 fonds thématiques dont certains seront différenciants et originaux. Je vous invite donc à pré-réserver cette date-là. Deuxième date, le 17 mars. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que je lance, pour le compte de Swiss Life Asset Managers, un nouveau fonds immobilier. Donc, gardez bien cette date dans vos agendas, vous recevrez les invitations un tout petit peu plus tard. C'est pas tous les jours qu'on lance un nouveau fonds immobilier. Et puis, je vous ai mis une petite indication ici. Vous voyez une photo. Moi, j'ai souhaité vous proposer quelque chose de différent dans ses fonctionnalités, dans sa méthodologie d'investissement. D'ailleurs, nous sommes allés vous consulter, l'équipe commerciale de Marie-Valérie, Romain Debeco, Xavier, est allé questionner beaucoup de CGP pour avoir votre sentiment sur les marchés immobiliers, savoir si on crée un nouveau produit, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme sujet abordé. On va vraiment vous trouver une solution légèrement différente et avec des classes d'actifs sensiblement différentes. Je vous expliquerai tout ça pourquoi. Un petit indicateur ici, alors évidemment c'est une joke, hein, ce que je vous montre là, mais ça vous permettrait de détecter quelle sera l'une des classes d'actifs très très originales que l'on pourra insérer dans ce nouveau portefeuille immobilier. Et enfin le 5 avril, l'écho en bref avec Béatrice Gage qui traitera, comme à son habitude, régulièrement avec vous, de l'ensemble de l'économie immobilière.
En tout cas, voilà, nous je vous l'avais annoncé en préambule, beaucoup de bonnes nouvelles, quels que soient, nos produits existants et donc une autre bonne nouvelle, un nouveau produit à venir. Donc ne manquez pas, ce prochain webinar où nous viendrons vous le présenter. Vous verrez, il est original, et nous fondons aussi beaucoup d'espoir dans ce nouveau produit qui devrait vraiment répondre à vos attentes, à vos besoins, parce que c'est un produit que nous avons aussi construit avec vous, en tout cas avec certains d'entre vous, que nous avons pu solliciter, questionner. Ça a été un long travail, mais nous sommes très très fiers du résultat. Nous vous en parlerons donc début mars. Nous vous souhaitons à tous une excellente journée. Merci Louis Renaud pour toutes ces explications et pour toutes ces bonnes nouvelles. Merci à vous toutes et tous et bah, écoutez, à très bientôt. On se voit le mois prochain, donc portez-vous bien et encore merci à vous.